notre rencontre aujourd'hui. Chère Sophie, un grand merci encore une fois pour ta venue aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Chers collègues tous et toutes de la CGT, cher Denis et les collègues de la CGT Grand Est, un grand merci aussi pour avoir organisé finalement cette rencontre. Chers collègues évidemment de l'OGBL, merci d'être présent aujourd'hui. J'avais prévenu Sophie que ça allait être le jour où on n'aurait peut-être pas la salle tout à fait remplie parce qu'on est en dernière ligne droite pour le dépôt de nos listes pour les élections sociales au Luxembourg. Donc sachez que nous avons tous les 5 ans nos élections des délégués du personnel et ça se fait en ce moment. Donc malheureusement aujourd'hui on est tous un peu la tête dans le guidon et sur la dernière ligne droite. Vous connaissez tout ça, mais la raison pour laquelle je m'excuse de ne pas avoir plus de militants et militantes avec nous aujourd'hui, mais pourtant un très très grand merci d'avoir quand même pu faire cette rencontre et réaliser cette date encore avant nos élections aussi, un moment important, un grand moment important pour nous. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue dans nos locaux ici et surtout dans cette salle parce que c'est une salle marquée par l'histoire syndicale au Luxembourg. C'est une salle ancienne qui a une grande histoire où beaucoup d'événements et de rencontres ont déjà eu lieu. Vous avez tous vu l'inscription Paix et Liberté. La salle, elle témoigne des générations avant nous de syndicalistes qui ont même dû lutter parfois jusqu'à l'engagement avec leur vie pour avoir la défense de leurs droits. Et donc un grand honneur de vous avoir aujourd'hui ici au Luxembourg, dans la salle avec nous. Nous avons une grande et longue amitié entre OGBL et la CGT Grand Est surtout. Nous le savons tous, depuis les années 90, nous avons une collaboration plus ou moins intensive au fil des années et cette amitié syndicale outre les frontières transfrontalières, elle est tellement importante. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment venu pour nous de la célébrer et de fêter cette solidarité transfrontalière, parce que c'est cela qui fait de nous ce qu'on est, c'est cela qui crée notre force et notre solidarité, notre pouvoir aussi. Et c'est donc un moment très festif et très important. Et ces dernières années, on en a discuté tout à l'heure, cette amitié, elle s'est encore un peu approfondie. Ces rencontres se sont un peu fait plus fréquemment. La collaboration, elle est devenue plus importante. Il y a 5 ans, il faut le savoir, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions déjà fait ce genre d'événement avec Philippe Martinez à l'époque, où nous avons aussi renouvelé notre accord de collaboration. Et c'était aussi un moment important à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être là. Et aujourd'hui, une chose a changé. Nous sommes 2 femmes à la tête qui signent cet accord, chose qui nous rend aussi fiers, je pense. Et oui, merci. Mais pourtant, qu'on soit femme ou homme à la tête de ceux qui signent, nos 2 organisations syndicales ont les mêmes valeurs, ont les mêmes idées qui les nouent et qui les unissent. Et donc à l'époque, nous avons signé cet accord et nous l'avons renouvelé. Et aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Mais juste par rapport au déroulé de cet après-midi, les collègues qui sont venus de Paris ont malheureusement pas beaucoup de temps. Vous devez avoir votre train à 16h. Donc nous allons essayer de faire des discours brefs et concis, ce qui est chose difficile pour les syndicalistes, comme nous le sommes. Mais moi, je vais faire une petite introduction. Ensuite, nous aurons l'honneur d'avoir Sophie qui va aussi nous adresser quelques mots. Et évidemment, Denis pour la CGT Grand Est, secrétaire général de la CGT Grand Est, qui va nous faire un petit discours. Et à la fin, Christian Simon Lacroix, son homologue pour l'OGBL, responsable pour les frontaliers français. Et à la suite des petits discours, nous allons donc formellement et de manière cérémonielle signer notre renouvellement de notre accord de collaboration. Et pour ceux qui pourront encore rester, on va pouvoir prendre encore un verre ensemble. En tout cas, nous avons eu des échanges réguliers. Nous avons aussi eu des échanges réguliers avec des collègues de Nancy. Et nous avons eu même des séminaires sur la sécurité sociale que nous avons
organisé conjointement. Nous avons eu des collègues de l'OGBL qui sont allés à votre 1er mai à Paris. Un grand honneur aussi pour eux pour aller dans devant du cortège. Et surtout, un moment, je pense, qui nous a marqué tous, nous, en tant que syndicalistes des deux côtés, c'était ce qui vous a frappé ces derniers mois et années, votre réforme des retraites Macron, qui a été inadmissible. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails de ce que vous avez vécu, mais je pense que tout le monde a suivi cette actualité et vous avez réussi à faire une opposition vraiment formidable et exemplaire pour des syndicats. Vous avez fait Front Syndical en France, chose assez exceptionnelle aussi. Vous avez réussi à vous y opposer, à être massivement dans les rues, à faire grève et on a été de vos côtés. Même avec notre... donc on est un peu moins, vu la taille du pays, mais évidemment on a été physiquement présent avec vous dans les piquets de grève, dans les manifestations. On a aussi l'OGBL rassemblé dans une cagnotte de quoi solidariser financièrement avec les grévistes. On a fait ce qu'on a pu. On a été des vôtres et on doit le dire aussi, l'OGBL a été le seul syndicat luxembourgeois à être solidaire. Le deuxième grand syndicat au pays a dit qu'ils n'allaient pas être solidaires avec les grèves en France parce que c'était trop risqué. Et ils ne voulaient pas mettre leurs membres, courir le risque de manifester en France. Donc vous voyez un peu l'importance d'avoir l'OGBL au Luxembourg pour les travailleurs et pour les retraités. Et voilà, on en a discuté tout à l'heure brièvement. Nous allons avoir le même combat au Luxembourg. Malheureusement, nous avons un nouveau gouvernement conservateur et libéral au Luxembourg depuis octobre, un gouvernement qui est très pro-patron, qui a à sa tête un nouveau Premier ministre qui dit de soi-même qu'il est le CEO du pays. Il se voit comme le dirigeant du pays. Et qui est, ce qui est un peu logique, parce qu'il a toujours été de sa vie directeur, CEO. Il vient du patronat. Il a été président de la Chambre de commerce, de la Chambre des employeurs, qui met maintenant partout ses amis du patronat dans les postes décisionnels. Et qui a un programme gouvernemental très très libéral et conservateur et qui va qui est contraire à toutes nos valeurs à l'OGBL. Donc on s'attend à avoir des années très dures encore à côté de tout ce qui nous occupe de toute façon, de tous les défis que nous devons soulever ensemble. Et en ces temps de crise, chers amis, nous savons tous que ce sont toujours les travailleurs qui sont les premiers lésés, qui sont les premiers à subir, à devoir payer, etc. Et nous le vivons sur les retraites, mais nous le vivons aussi dans la lutte contre les inégalités. On avait parlé aussi tout à l'heure que le Luxembourg est toujours perçu comme un pays riche, où les gens vont très très bien, un peu le paradis. Et malheureusement, on a un très grand nombre de gens très pauvres au Luxembourg qui n'arrivent pas à rendre leur fin de mois. On a un seuil de pauvreté extrêmement élevé dans l'Union européenne. On est même dans les working poor, les gens qui travaillent qui sont même pauvres, le mauvais élève de la zone euro, le pire des statistiques. Mais pareil, je pense que nos défis sont les mêmes. Nous avons parlé de l'économie de plateforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu le sujet de Sophie aujourd'hui, parce que là, vous avez... ouais, ça c'est aujourd'hui, grâce à Macron et au gouvernement français, que nous avons un blocage au niveau européen, enfin, entre autres grâce à la France, un blocage au niveau européen pour avoir une directive pour encadrer le travail des soi-disant travailleurs de plateforme, des livreurs, mais c'est pas seulement des livreurs. Aujourd'hui, ça peut concerner tous les secteurs de l'économie, où nous aurons une nouvelle forme de précarité, des gens qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont aucune loi, aucun droit qui les protège. Et ce sera une nouvelle réalité pour nous, syndicats aussi. On a la crise du pouvoir d'achat partout, les prix de l'énergie, les taux d'intérêt qui grimpent, etc. On a cette guerre en Europe où nous avons le triste anniversaire de 2 ans de guerre en Ukraine ce samedi, je pense.
Nous avons le renforcement des partis de l'extrême droite partout en Europe. Nous sommes confrontés à des temps durs pour les travailleurs et pour les gens que nous défendons et leurs familles. Et donc, nous avons besoin de toutes nos forces et nous avons besoin de notre union et l'union fait la force et donc, dans ce moment précis et dans ces temps mouvementés et dans ces temps de crise, je remercie la CGT pour leur amitié, pour leur collaboration, pour tout ce que nous avons déjà pu faire ensemble et tout ce que nous allons réussir à faire ensemble à l'avenir. Dans notre accord, nous avons prévu un comité de suivi qui va se réunir 2 à 3 fois par année, chose importante. Et dans cette collaboration, je pense que nous devons rappeler à tout moment que tout ce qui est prévu aujourd'hui au niveau européen et dans les différents pays, et toute cette priorisation qui est mise sur l'économie, sur les entreprises, sur la compétitivité des entreprises, elle ne doit jamais oublier que l'économie, c'est nous. Et c'est les travailleurs qui créent la richesse des pays. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et que nous ne devons pas laisser de côté les aspects sociaux, l'écologie, dans toute cette politique libérale et très centrée sur l'économie que nous vivons au jour le jour actuellement. Et dans ces grands enjeux s'annoncent aussi les élections européennes, nous le savons. Là aussi, nous avons un rôle à jouer, un rôle important à jouer, à sensibiliser les électeurs européens et les Européens sur quelle Europe on va vouloir avoir pour les prochaines années. Si on regarde tout ce qui se passe aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, mais aussi chez vous en France, en Allemagne, presque partout, malheureusement, et même chez nous, on n'est plus à l'abri. On doit s'immiscer dans ces débats politiques. On doit montrer qu'on est là. On doit se renforcer, on doit être une forte force d'opposition dans ces temps-là. Et vous avez prouvé que vous pouvez le faire. Nous avons de notre côté prouvé que nous pouvons le faire. Nous allons prouver que nous allons le faire tous ensemble. Et je vais terminer sur ce point-là. J'ai commencé par les élections sociales, je termine sur ce point-là. Vous le savez, vous le connaissez, ce jeu. C'est le moment, c'est un moment décisif pour le syndicat. Et je fais aussi appel à vous et je vous remercie aussi à vous de mobiliser et d'appeler les frontaliers français à voter la liste 2, à voter l'OGBL lors de ces élections, parce que ça nous renforce tous ensemble. Et dans ce sens, encore une fois, un très très grand merci. Et chère Sophie, je te laisse la parole. Merci. Eh ben, tu l'as bu. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de faire la connaissance de Nora et de toute l'équipe de l'OGBL. Je suis ravie parce que je pense que notre travail ensemble, il est décisif. Il est décisif parce qu'on voit bien comment, au plan européen et au plan mondial, à la fois les patrons et à la fois les gouvernements s'unissent pour tirer vers le bas les droits des travailleuses et des travailleurs, en faisant à chaque fois la même histoire, puisqu'on vous raconte au Luxembourg exactement la même histoire que celle qu'on nous raconte en France. En France, on nous explique que on est un petit village gaulois avec des droits très au-dessus de la moyenne en Europe et dans le monde, qu'il faut qu'on se modernise, qu'on se mette à la page, que notre système de retraite, notre salaire minimum est trop élevé. C'est ce que nous a expliqué le Premier ministre il y a 15 jours dans son discours de politique générale. Et j'étais bien contente, il y a 15 jours, de pouvoir lui dire que notre salaire minimum, puisqu'il a expliqué que le salaire minimum français était plus élevé que celui de nos pays voisins, et j'ai pris le salaire minimum en Belgique, le salaire minimum au Luxembourg, le salaire minimum en Allemagne, le salaire minimum en Suisse, et je lui ai demandé dans lequel de ces 4 pays il voyait des salaires minimums plus faibles, plus faible que le salaire minimum français. Donc c'est très important pour nous que vous soyez forts ici au Luxembourg pour éviter qu'on ait toujours ce chantage à la baisse de droits. De la même manière pour vous,
je pense que vos gouvernements vous racontent la même chose. Et donc, vous avez besoin aussi que nous soyons forts. Et c'est pour ça qu'on a une solidarité dans nos luttes. Évidemment, parce qu'on est solidaires et qu'on a envie que vous ayez les meilleurs droits possibles, mais aussi parce que nous avons besoin que vous soyez forts et que vous ayez des droits importants. Donc, je tiens aujourd'hui, par ma présence, à vous adresser les remerciements de toute la CGT pour votre mobilisation contre la réforme des retraites à nos côtés. On vous a vu. Ça a compté, c'est très important pour nous. D'abord, vous étiez donc dans toutes les villes frontalières pour les 14 manifestations, et bien plus, parce que j'ai vu aussi des barrages filtrants et plein de choses avec des drapeaux de l'OGBL. Vous étiez à Paris aussi plusieurs fois. Et puis, votre présence, ça a permis de faire mentir tous ceux qui, en France, nous expliquaient que le système de retraite français, c'était le plus élevé du monde et que ailleurs, en Europe, les systèmes étaient moins bons, puisque vous étiez là pour témoigner en disant que au Luxembourg, le système est à peu près équivalent, voire meilleur que le système français. Et donc, il fallait arrêter de stigmatiser les Français comme étant défavorisés. Donc, un grand merci pour votre présence dans la mobilisation qui a compté. Et effectivement, je confirme ce qu'a dit Nora, c'est qu'à part l'OGBL, on n'a pas vu d'autres luxembourgeois. Donc voilà, vive l'OGBL. Et c'est très important c'est pas juste une question de solidarité internationale, c'est que pour défendre vos systèmes de retraite, c'est important que vous soyez venus avec nous défendre le nôtre. J'ai compris en échangeant avec Nora que votre gouvernement avait décidé de tenter de remettre le couvert pour la réforme de votre système de retraite. Je vous assure ici que la CGT sera au rendez-vous si vous avez besoin de nous pour vous aider dans cette mobilisation. Si le gouvernement maintient ses intentions, vous pouvez compter sur nous. Et j'ai hâte de venir manifester au Luxembourg. Enfin, non, plutôt. J'ai hâte de ne pas venir manifester au Luxembourg parce que vous aurez gagné avant de manifester. Parce que c'est ça que je trouve génial au Luxembourg, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on échange, c'est que vous pouvez gagner sans faire grève et manifester. En fait, tous les journalistes, depuis tout à l'heure, nous interrogent avec Nora sur est-ce que vous êtes plus pour la grève ou pour la négociation ? Mais on a dit déjà les deux, mon camarade, et enfin... Peut-être ça peut s'arranger avec le journaliste. On s'indique aussi les journalistes. Mais on a surtout dit que la grève, nous les Français, ça ne nous intéresse pas du tout de faire grève. Et d'ailleurs, en ce moment, on fait plutôt moins grève que les Allemands, si on compare. Ça ne nous intéresse pas du tout de faire grève. Et que si on est obligé de faire grève plus que vous, c'est parce qu'en France, on négocie pas du tout. Il n'y a pas de négociation. Par exemple, en France, il s'est passé un truc extraordinaire. Le ministre de l'économie a annoncé lundi à la radio qu'on allait devoir faire 10 milliards d'économies. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, et il y a un décret qui est sorti avec les 10 milliards d'économies. Donc 10 milliards de coupes dans les dépenses publiques, avec des coupes dans l'éducation, la recherche, le budget de l'environnement, au hasard, des suppressions de postes, etc., qui se font sans passer par le Parlement, sans même informer le Parlement, sans aucune consultation avec les syndicats, et on fait ça en 3 jours par décret. C'est vive la France. Donc voilà, on a un vrai problème démocratique en France, et effectivement, ce que le gouvernement Macron a fait en passant en force sa réforme des retraites, jamais il aurait pu le faire dans aucun autre pays européen, et certainement pas au Luxembourg. Parce qu'au Luxembourg, je ne pense pas qu'on peut faire passer une réforme sans la faire voter au Parlement, et contre l'avis de toutes les organisations syndicales, et malgré une mobilisation et des grèves fortes pendant 6 mois. Ça, je pense que ça n'est pas possible chez vous. Et pour nous, c'est très important, ça, de pouvoir le rappeler à notre gouvernement, de dire, aujourd'hui, la France qui était quand même normalement le phare en termes de liberté et de droits humains, c'est nous, la Révolution française, qui avons commencé à planter cette question de démocratie et droits des peuples. Aujourd'hui, on devient la lanterne rouge démocratique en Europe parce qu'on a un fonctionnement démocratique qui est de plus en plus autoritaire, avec les pleins pouvoirs pour le président de la République, qui nous contraint, pour nous faire entendre, dans les entreprises comme au niveau du gouvernement, à tout le temps faire grève si on veut gagner l'ouverture de négociations. En fait, c'est pas on négocie avant de faire grève, c'est pour avoir le droit de négocier, il faut faire grève. C'est là où on en est rendu maintenant aujourd'hui en France. L'autre point important justement en termes de solidarité entre nos deux pays, c'est sur la question des salaires, puisque vous avez au Luxembourg gagné par votre mobilisation le maintien de votre index
qui garantit l'indexation des salaires sur les prix. Bon, nous, ça fait depuis 1982 que cette indexation a été supprimée. Et c'est très important pour nous de pouvoir prendre appui sur votre exemple, qui existe également en Belgique, pour montrer que les problématiques d'effondrement et de déclassement massif qui existent en France, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de travailleurs français qui viennent travailler en Suisse, c'est parce que les salaires s'effondrent en France. Il y aurait un moyen de le régler très simplement en réindexant les salaires sur les prix, et que, a priori, à notre connaissance, mais vous me direz si je me trompe, le Luxembourg n'est pas en déficit économique. Il n'y a pas de crise économique au Luxembourg. Donc ça peut très bien se passer pour l'économie en indexant les salaires sur les prix. Ça garantit juste d'éviter d'avoir, comme aujourd'hui on a en France, une boucle prix-profit avec des prix qui augmentent parce que les profits explosent et des salaires qui ne suivent pas. Travailler avec vous, c'est évidemment très important pour nous parce qu'il y a 120 000, si je ne me trompe pas, Françaises et Français qui travaillent au Luxembourg chaque jour. Donc c'est beaucoup. Et donc c'est évidemment très important qu'on puisse toujours mieux travailler pour défendre et organiser ces travailleurs et ces travailleuses. Je suis très contente d'être présente ici aujourd'hui avec vous, alors que vous allez avoir dans les prochaines semaines des élections professionnelles très importantes. Et donc je suis là aussi pour appeler les travailleurs et les travailleuses français à voter aux élections professionnelles et à voter pour l'OGBL. C'est très important au vu des enjeux auxquels vous êtes confrontés, et vous allez être confrontés avec ce gouvernement qui m'a l'air très libéral chez vous et qui a l'air déterminé à mener des réformes violentes contre les travailleurs et travailleuses. Les Luxembourgeois, les travailleurs et travailleuses luxembourgeois ont besoin d'avoir un syndicat fort et combatif comme l'OGBL. Donc j'appelle les salariés français à voter pour l'OGBL aux élections pour notamment défendre le système de retraite, l'indexation des salaires et l'égalité femmes-hommes. Et puis, vous avez raison, ça permet de faire des pauses. Dans notre échange avec Nora, donc on a constaté que on était les 2 premières femmes à arriver en direction de nos organisations. Nora est la première présidente de l'OGBL, je suis la première femme secrétaire générale de la CGT. Donc effectivement, c'est une belle dynamique pour nos organisations et pour le syndicalisme en général. Et je crois que c'est pas pour rien que nos 2 organisations appellent à la grève le 8 mars prochain. Nous appelons à la grève féministe le 8 mars parce que le 8 mars, on le sait, quand on est à la CGT ou à l'OGBL, c'est ni la Saint-Valentin ni la fête des mères, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui a été créée il y a un peu plus de 100 ans par le mouvement syndical et le mouvement féministe, avec pour revendication l'égalité au travail et l'égalité dans la vie. On n'aura pas l'égalité dans la vie entre les femmes et les hommes s'il n'y a pas l'égalité au travail. L'égalité au travail, ça s'appelle l'indépendance économique. C'est ça qui permet aux femmes de faire leur choix de vie. C'est ça qui permet aux femmes de quitter leur conjoint quand elles le souhaitent, si elles ont envie de changer de mari, parce que ça arrive, ou si leur conjoint est violent. Et ça arrive aussi, malheureusement. Donc évidemment, les patrons ne sont pas responsables de la violence conjugale. Par contre, le fait que les femmes n'aient pas d'indépendance économique parce que nous avons des salaires plus faibles, bah forcément, du coup, c'est mission impossible pour quitter son conjoint quand il est violent, quand on ne peut pas nourrir ses enfants. La question de l'égalité salariale, elle est très importante aussi pour avoir une égalité dans les tâches domestiques. Pourquoi est-ce que c'est toujours très majoritairement les femmes qui s'arrêtent pour s'occuper des enfants? C'est parce qu'on est payé, bon chez nous c'est 25% de moins, je sais pas chez vous ça doit être à peu près autour de ça, moins grâce à l'indexation des salaires, je pense que ça aide aussi. C'est parce qu'on est payé moins que y a des calculs économiques qui se font dans le couple et donc on s'arrête pour élever les enfants. Donc nos gouvernements, je pense, grâce à la dynamique de la mobilisation des femmes, maintenant tout le monde dit qu'ils sont pour l'égalité femmes-hommes, hein, c'est le truc à la mode, mais quand on veut faire vraiment l'égalité femmes-hommes, on s'attaque aux entreprises, on s'attaque au capital et on oblige à augmenter les salaires parce que sinon c'est une égalité de façade, du féminisme washing comme on dit, qui ne profite pas aux femmes. Donc je suis très contente qu'on soit ensemble en grève le 8 mars prochain et j'espère qu'on réussira à gagner de grandes manifestations et de grandes grèves le 8 mars prochain.
Et puis notre travail ensemble, il est important aussi parce qu'on est à la veille d'élections européennes très importantes, Nora l'a dit, et que on voit bien qu'aujourd'hui notre Europe, elle va dans le mur, puisque c'est à cause des politiques néolibérales européennes violentes que l'extrême droite explose. C'est parce que il y a des reculs massifs pour les droits des travailleurs et des travailleuses que l'extrême droite apparaît comme le seul recours pour les travailleurs au niveau européen. Et donc, on a besoin de montrer et de gagner une Europe véritablement sociale et que ça soit pas seulement un slogan. Donc, une harmonisation sociale, fiscale, environnementale au niveau européen. C'est malheureusement ce que la France est en train d'empêcher avec cette directive travailleurs des plateformes. Donc vous savez, c'est une directive très importante pour mettre fin aux faux indépendants, notamment chez les livreurs, avec les livreurs à vélo par exemple, mais c'est aussi le cas chez les chauffeurs de taxi. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, le donneur d'ordre, c'est Uber. Donc on peut dire c'est la directive anti-Uber pour justement garantir des droits à ces travailleurs et travailleuses et rappeler une évidence, c'est que quand la plateforme a tous les droits, ça s'appelle un lien de subordination et ça doit se reconnaître par les droits liés au salariat. Et de façon scandaleuse, pour la deuxième fois, la France a fait capoter le projet de directive pour lequel la Confédération européenne des syndicats à laquelle nous sommes affiliés se battait depuis des mois, voire des années. Et la France a été un des seuls pays européens, avec l'Allemagne, à empêcher l'adoption de cette directive. C'est scandaleux, mais en France, ça nous étonne malheureusement pas plus que ça. Parce que Emmanuel Macron a des relations très privilégiées avec un certain nombre de milieux d'affaires, et notamment avec le patron d'Uber. Et ça a été un scandale qui s'appelle les Uber Files, qui a été révélé par les journaux il y a quelques mois. Et donc, malheureusement, ces liens privilégiés ont encore joué. Et on a un gouvernement, un chef d'État, qui n'est plus au service de l'intérêt général, mais qui est au service des patrons les plus puissants du monde pour tirer les droits vers le bas. C'est vraiment grave parce qu'en fait, là, on voit un basculement à l'échelle européenne. Jusque-là, au niveau européen, il y avait quand même une alliance des États européens les plus anciens au cœur de la construction européenne, que ce soit la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, pour tirer les droits vers le haut et pour avoir une harmonisation sociale vers le haut. Cette alliance, elle avait été compliquée avec l'élargissement européen, avec l'arrivée des pays de l'Est de l'Europe, qui s'étaient opposés, notamment sur la directive sur le salaire minimum, etc. Mais là, maintenant, l'Europe sociale, c'est plus les pays de l'Est qui la bloquent, c'est la France et c'est l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a un changement, un basculement majeur qui est gravissime parce que ça montre à quel point dans nos pays, on a voulu tirer les droits et on tire les droits des salariés vers le bas, à tel point que maintenant la seule protection des salariés français et des salariés allemands, c'est les directives européennes. Maintenant, on arrive à faire condamner la France par l'Europe et même par l'OIT au niveau international pour non-respect des droits européens ou des droits internationaux parce qu'on est en dessous, alors qu'auparavant on était bien au-dessus et qu'on essayait de faire rattraper ça. C'est la même chose en matière fiscale et en matière environnementale. Et c'est très grave parce que dans ces cas-là, l'Europe ne sert plus à rien en fait. Si c'est pour avoir un libre espace de concurrence, la concurrence c'est pas une construction communautaire en fait. C'est voilà. Donc disons-nous que l'Europe c'est la concurrence, puis on arrête et on referme les frontières et on se réorganise en concurrence. Si l'Europe c'est autre chose, ça veut dire qu'il faut une harmonisation sociale, environnementale, fiscale. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre fin à l'austérité qui nous met en difficulté parce que là aussi, il y a eu une alliance entre la France et l'Allemagne pour rétablir les règles d'austérité qui existaient avant le Covid. Et c'est au nom de ces règles-là que là, on vient juste de se prendre les 10 milliards d'économies 2 semaines après, alors que le pacte d'austérité est même pas encore complètement adopté au niveau européen. On en voit les résultats en France. Et puis, le dernier point important sur lequel nous allons nous battre sur les élections européennes ensemble, c'est la question de la défense de nos services publics, puisque l'Europe a été instrumentalisée pour remettre en cause nos services publics, soi-disant au nom de la concurrence libre et non faussée, où on nous a expliqué qu'il fallait casser les monopoles, casser les grandes entreprises publiques, mettre fin aux nationalisations. On a une grande mobilisation en France actuellement pour défendre le fret ferroviaire, puisque notre entreprise historique, la SNCF, est menacée.
avec le fret SNCF qui est obligé d'être démantelé à cause des directives de Bruxelles. Et là, ce qu'on note quand même, c'est une position vraiment à géométrie variable de la France. Au bout de 6 mois, même pas en 6 mois, on se plie aux injonctions de Bruxelles pour démanteler fret SNCF. Et par contre, on refuse les injonctions de Bruxelles sur les travailleurs des plateformes et on reporte le plus loin possible l'application de la directive transparence salariale que nous avons arrachée ensemble par notre mobilisation. Donc c'est très important ça qu'on puisse faire changer ça. On a montré ensemble avec la comparaison de nos pays européens à quel point le démantèlement des services publics c'était catastrophique pour l'environnement et pour la situation sociale. Notamment nos camarades britanniques nous ont beaucoup aidés là-dessus puisque leur système ferroviaire a été tué par le démantèlement. Ils l'ont payé avec des accidents quand même graves et lourds. Et donc il faut arrêter avec ça. Et de l'autre côté, vous collaborez comme nous avec nos camarades suisses et vous savez que la Suisse, contre toute attente, c'est le pays où le système ferroviaire est le meilleur alors qu'il y a des montagnes partout. Donc il faut qu'on m'explique pourquoi, mais maintenant j'ai compris, maintenant que j'ai discuté avec eux, c'est que justement, ils ont refusé de rentrer dans un accord de libre association avec l'Europe parce que cet accord leur imposait de démanteler leur système ferroviaire. Et donc ils gardent une entreprise publique unique d'organisation du système ferroviaire. Et c'est ça qui permet aussi à l'industrie suisse d'être si forte. C'est un pays très industriel contre toute attente, justement grâce notamment à son système de fret ferroviaire que nous n'avons pas ailleurs. Voilà, donc on va mener cette bataille-là ensemble pour les élections européennes, pour interpeller nos candidats aux élections européennes, pour demander une autre Europe. C'est important. Et puis pour finir, je voulais dire comme Nora que c'est important, là, on est dans un moment très grave au plan mondial et au plan européen, où ce qu'on observe en France et au plan mondial, c'est qu'il y a une nouvelle alliance entre la droite et l'extrême droite, soutenue par les milieux d'affaires. En France, les milieux d'affaires ont un nom et un visage, c'est celui de Vincent Bolloré, qui est un grand patron français et qui rachète beaucoup de médias pour mener la bataille culturelle et pour réinstaurer des idées nauséabondes. Et donc, son objectif, c'est de créer une alliance entre droite et extrême droite pour pouvoir amener l'extrême droite au pouvoir. Et c'est ça qui se passe dans le monde, puisque Donald Trump, c'est là-dessus qu'il est arrivé au pouvoir avec Fox News, et c'est partout comme ça. Et donc, c'est contre cette nouvelle alliance qu'il faut que nous luttions ensemble, parce que on en connaît le résultat pour les travailleurs et les travailleuses. On fête cette année les 80 ans de la libération de la France, du programme du Conseil national de la résistance. Et donc hier, c'était un moment très important. On a panthéonisé Missak et Méliné Manouchian, ainsi que leurs 23 camarades des FTP-MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui était la section organisée par la CGT pour organiser les travailleurs étrangers. Ils sont rentrés au Panthéon alors qu'ils n'avaient même pas la nationalité française. On leur a refusé 2 fois. Et donc c'est une reconnaissance très importante. Mais là maintenant il faut mettre en cohérence les actes avec les discours. C'est pas possible de panthéoniser Missak et Méliné et de laisser la bride sur le dos au Rassemblement national en reprenant leurs idées nauséabondes. Donc nous sommes confrontés à ce danger-là et nous savons que l'extrême droite c'est la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en Ukraine ? Parce qu'il y a un président russe qui est d'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre à Gaza ? Parce qu'il y a un président israélien qui est d'extrême droite et qui, refuse d'organiser un cessez-le-feu et a déjà assassiné 30 000 Palestiniens sous les bombes. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 30 lieux de conflit au plan mondial et que ça augmente ? C'est parce que l'extrême droite est en train d'arriver dans toujours plus de pays. C'est ça qui est très inquiétant. Et donc, dans ce contexte-là, le syndicalisme, c'est un peu la seule source d'espoir pour les travailleurs et les travailleuses. Notre cote de popularité est en hausse, c'est bien. Il faut que les adhésions suivent. En France, on a eu beaucoup d'adhésions sur la réforme des retraites, 70 000 nouveaux syndiqués à la CGT. Je crois que chez vous aussi, vous avez aussi pas mal de nouveaux et de nouvelles syndiqués. Il y a besoin, nous, on sait, et chaque jour, c'est aussi, je pense, un sujet de pression pour Nora et moi, et puis pour vous toutes et tous, on sait les responsabilités qu'on a dans ce contexte. Et on sait que dans cette période de commémoration historique, après la crise de 29, en Allemagne, il y a eu Hitler, mais en France, il y a eu le Front populaire. Et le Front populaire, il est arrivé en France
grâce à la CGT, parce que la CGT a organisé de grandes manifestations, de grandes luttes, parce que la CGT s'est réunifiée, parce qu'il y a eu un rassemblement politique aussi qui a permis le Front populaire avec ses grandes conquêtes sociales. Donc, dans ces moments de basculement, le pire n'est jamais certain. Et ce qui est sûr, c'est que celles et ceux qui peuvent empêcher le pire, c'est nous. On sait que les solutions, elles se trouvent dans cette salle et pas ailleurs, et avec tous les travailleurs et travailleuses à l'extérieur de cette salle. Mais en tout cas, c'est pas des gouvernements ou des patrons qui vont empêcher ces catastrophes-là. C'est nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours plus unis, toujours plus forts, toujours plus déterminés, en ayant à la fois conscience de nos responsabilités, mais surtout conscience de notre force. Et pour finir cette fois pour de vrai, les camarades m'ont informé d'un super exemple là dans la salle. La lutte de Sodexo que vous êtes venus faire à Paris avec la fédération de la CGT du commerce, où les camarades de l'OGBL sont venus à Paris au rassemblement et à la manifestation organisée devant Sodexo qui existe au Luxembourg chez vous. Et grâce à cette mobilisation, on a forcé Sodexo à reculer et à prendre en charge le repas du midi des salariés. C'est quand même la moindre des choses. Les salariés fabriquent les repas de Sodexo. C'était la moindre des choses que les salariés puissent manger les repas qu'ils et elles fabriquent. Et ça, cette victoire, ça montre notre force quand on est unis. Et ça montre la nécessité que nous avons de nous unir pour agir contre les groupes luxembourgeois ou français qui embauchent des salariés français ou luxembourgeois. Quand on est unis, on est tout de suite plus fort et on fait changer la donne. C'est pour ça que l'alliance CGT-OGBL, on va la renforcer et la faire vivre au quotidien, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer ensemble les droits des travailleurs et des travailleuses. Donc merci à vous et puis bravo pour vos luttes et à très bientôt. Le temps presse, parce que Sophie a son train à 16h10. Donc moi j'ai préparé un petit truc, je vais vous le lire. Donc c'est quand même avec un plaisir non dissimulé que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous venons de dépoussiérer l'accord de coopération entre nos deux organisations avec Christian et Frédéric. Pour tout dire, nous sommes restés sur les mêmes bases essentielles de liens de coopération qui existent depuis de longues années entre nous. Mais c'est toujours bien de dépoussiérer pour ne pas la mettre sous le tapis, la poussière. Néanmoins, les femmes et les hommes militants de nos organisations passent et les liens étroits qui nous unissent restent. En effet, les idées que nous défendons, la conception syndicale de transformation sociale et les valeurs que nous partageons d'une société tournée vers l'humain nous unissent forcément. Cette coopération est importante, voire essentielle, dans notre activité, notamment au sein du Conseil économique et social de la Grande Région, puisque c'est unique, cette instance, mais aussi de notre Conseil syndical interrégional. D'ailleurs, pour la CGT Grand Est, nous sommes bien souvent bien plus en accord avec l'OGBL dans ces instances qu'avec d'autres organisations syndicales françaises. Néanmoins, à notre sens, nous devons aller plus loin dans cette coopération, notamment sur la question transfrontalière, où la CGT est un peu moins impliquée quand même. Pour ça, j'ai vu avec nos camarades de Longwy, nos camarades de Moselle, il va falloir qu'on mette un petit coup sur cette question-là. Voilà. Car c'est 120 000 de nos concitoyens qui travaillent au Luxembourg, et ce sont aussi pour la plupart des syndicats OGBL. Ces travailleurs sont inquiets sur leur avenir, particulièrement sur des sujets comme la sécurité sociale, la retraite ou la fiscalité. Parce que bien souvent, ils ont une partie en France, une partie au Luxembourg, et bon, ils sont aussi concernés de ce qui se passe dans les deux pays, du coup. Nous avons commencé d'ailleurs un cycle de journées de formation commune de nos militants, notamment sur la protection sociale et l'emploi. Il faudra d'ailleurs continuer dans ce sens. Il y a évidemment d'autres sujets importants sur lesquels il faudra continuer de travailler. Je pense notamment à la question des transports et à l'aménagement du territoire, particulièrement sur l'axe Luxembourg-Sion-Lorrain autour de l'A31 et du ferroviaire, alors que les décisions prises aujourd'hui par le ministre François-Clément Beaune concernant le contournement de Thionville et la concession au privé de cette nouvelle liaison autoroutière
Donc ils vont donner quand même à la concession, alors qu'on a quand même pratiquement 100 000 frontaliers qui passent chaque jour là, quoi. Pour la CGT, nous sommes convaincus du rôle que nous avons joué ensemble sur ce territoire. En effet, nous avons mené plusieurs combats communs. Je me souviens des initiatives contre la directive Bolkestein, c'est pas d'aujourd'hui, mais on avait quand même réussi à faire des tractages à la frontière, etc., sous le temps de travail. Et la plus récente, en novembre 2022, à Schengen, pour l'augmentation des salaires et des pensions. À chaque fois, nous avons été rejoints par nos amis belges et allemands, car nos deux organisations sont clairement motrices. Le contexte économique et social actuel de la France, que vous connaissez, est porté par un gouvernement qui se retrouve sans majorité et un président dont la feuille de route est définie par ses amis du CAC 40, comme l'a rappelé Sophie. Pour autant, toutes les réformes passent à coup de 49.3 ou avec la complicité de la droite et de l'extrême droite, qui forment un bon binôme aussi. La dernière en date est la loi immigration. Et même si le Conseil constitutionnel a remis en cause de nombreux articles, c'est toujours une loi intolérable pour la CGT. C'est particulièrement dans un territoire transfrontalier comme le nôtre, qui s'est construit et consolidé par la migration des peuples. Nous sommes marqués profondément dans l'histoire commune de notre territoire transfrontalier par l'arrivée massive au XVIIIe et XIXe siècle pour subvenir aux besoins de main-d'œuvre dans les bassins miniers, la sidérurgie, le textile, le bâtiment et les services. Moi, je dis merci aux Italiens, Maghrébins, Portugais, Polonais, Serbes, et j'en passe, car leur vécu et leur histoire font partie intégrante de notre culture commune. Nous sommes tous des fils et des filles d'immigrés, et aujourd'hui nous sommes meurtris et honteux, car ce ne sont pas les valeurs républicaines que nous défendons. Et nous avons le sentiment que l'histoire se répète devant nos yeux, et que nous sommes impuissants. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Avec les élections européennes qui arrivent, nous avons déjà prévu d'organiser un meeting avec les organisations du CIC de la Grande Région le 6 juin prochain à Schengen, au pays des 3 frontières. Un meeting pour réaffirmer que l'espace Schengen doit rester un espace de liberté, un territoire de paix, et qu'il est plus que temps de construire une Europe sociale. Une Europe sociale assise sur un socle commun universel, concernant un salaire minimum pour les actifs, une pension minimum pour les retraités, l'égalité femmes-hommes, la protection sociale, la retraite, le droit syndical. Je pense que maintenant, il faut qu'on rajoute l'index. Pour cela, il est maintenant nécessaire de changer de braquet et de sortir du libéralisme financier qui conduit à la précarité, à la paupérisation des peuples et à la montée du fascisme, comme nous le constatons partout en Europe. Même si le Luxembourg est quand même plutôt épargné par ces idées d'extrême droite, le risque est grand pour notre Europe au prochain scrutin de voir les nationalistes à la tête. Je n'ose pas l'imaginer. L'histoire nous a démontré que ce ne sont pas les dirigeants et actionnaires des multinationales qui vont s'opposer. Car nous avons toujours en tête la fameuse maxime patronale d'avant-guerre, en France, plutôt Hitler que le Front populaire. Nous avons évidemment des sujets revendicatifs à traiter ensemble. Mais je vous confie que les militants de la CGT du Grand Est sont toujours préoccupés parce que le gouvernement a validé en 2020, je vais parler de la création de la collectivité européenne d'Alsace. Cette création est loin d'être anodine, car elle entérine le droit à la différenciation et à l'expérimentation sur le territoire. Depuis s'est rajoutée la loi 3DS. En d'autres termes, cette collectivité, assise sur 2 départements, n'est pas un département, ni une région, mais a des prérogatives lui permettant de prendre des mesures spécifiques. Tout cela se place depuis 3 ans dans un cadre transfrontalier européen dicté par le couple franco-allemand et Bruxelles. Néanmoins, un règlement européen permet de mettre en place le long des frontières européennes des zones franches où le droit social et fiscal du pays voisin va pouvoir s'appliquer. Autrement dit, le droit social et fiscal allemand va pouvoir s'appliquer le long de la frontière du Rhin en Alsace, ce qu'ils sont en train de préparer, mais aussi dans toutes les zones frontalières européennes. Je vous laisse imaginer le reste. Concernant la frontière franco-luxembourgeoise, je ne pense pas que le droit du Grand-Duché va s'appliquer en France. Mais bon, à ce jour, avec le Covid et la guerre en Ukraine, tout cela est ajourné. Bon, surtout que le couple franco-allemand bat de l'aile. Mais nous savons que nos adversaires sociaux poussent pour libéraliser encore plus le territoire transfrontalier à des fins de dumping social, et ils font le lobbyisme nécessaire pour avoir l'écoute de la Commission européenne. Nous avions commencé à travailler ensemble cette question.
Il est vrai que nous sommes rattrapés des deux côtés par l'actualité et les luttes que nous devons mener. Nous avons, avec la réforme des retraites et tous les coups distillés par Macron, et vous, pour garder votre index sur les salaires concernant l'inflation, félicitations d'ailleurs à vous, hein, parce qu'on ne s'était pas vraiment revus, mais et à tous les syndiqués pour cette belle lutte. Parce que c'est quand même une lutte qui a duré plusieurs mois. Sans rentrer dans les détails, je suis convaincu que nous devons travailler ensemble cette question rapidement sur les possibilités et les conséquences de nos territoires. Je pense sur les questions d'expérimentation qui sont vraiment en train de... et notamment sur les questions de fiscalité. J'en profite pour vous remercier ainsi que tous les syndicats de l'OGBL et les syndiqués transfrontaliers pour votre participation régulière à Metz lors de notre combat contre la réforme des retraites, mais surtout de votre soutien pour avoir abondé notre caisse de grève de 10 000 € lors de la venue de notre camarade Boris Plazzi en avril dernier. Donc je vous remercie sincèrement parce que ça a été fortement apprécié et on voit bien que vous étiez derrière nous pour cette lutte. Voilà, pour finir, je vous souhaite bonne chance pour vos élections. Nous vous apportons tout notre soutien pour vos élections qui se profilent et qui, sans aucun doute, confirmeront votre première place. Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et votre fraternité. Vive l'OGBL et la CGT.